restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la bande-annonce du prochain film que l'on va voir en avant-première au cinéma CGR de Nîmes, que je remercie chaleureusement pour son soutien dans la réalisation de cette vidéo. Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Or, le monde n'est pas prêt. La guerre. Ce sujet fait toujours partie de l'actualité. Chaque année, de nouveaux conflits éclatent dans le monde, et chaque année, de nouveaux films traitant le sujet arrivent sur nos écrans. Ce 19 juillet 2023, c'est Christopher Nolan qui nous offre sa vision d'une partie des événements de la Seconde Guerre mondiale. Il vient nous raconter l'histoire de Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, en se basant sur le livre American Prometheus, Triumph and Tragedy of Robert J. Oppenheimer, ou Robert Oppenheimer, Triomphe et tragédie d'un génie en français, vainqueur d'un prix Pulitzer, l'une des récompenses les plus prestigieuses. De ses études de physique jusqu'à sa nomination à la tête du projet Manhattan en 1942 et jusqu'à son audition de sécurité en 1954, sous les traits de Cillian Murphy, et non pas Cillian, it's pronounced Killian. il nous présente la vie d'un homme déchiré entre ses idéaux politiques, son patriotisme, son pacifisme et sa passion pour la recherche scientifique. Entouré de Enrico Fermi, Ernest Lawrence, Werner Heisenberg, oui, c'est le même Heisenberg qui a offert son pseudonyme à Walter White dans Breaking Bad, Leo Szilard et Edward Teller, ils créeront ensemble ce qui sera l'arme la plus puissante que le monde ait connue jusqu'alors. Mais qui est le vrai Robert Julius Oppenheimer? À quel point la vision de Nolan reflète-t-elle la réalité? Était-il fier de sa création, comme traumatisé par son utilisation? Sortez vos lunettes de protection et vos compteurs Gégère et venez découvrir la vraie histoire de Oppenheimer, le destructeur des mondes. Robert Julius Oppenheimer est né le 22 avril 1904 à New York d'un père homme d'affaires allemand, Julius Oppenheimer, qui a immigré aux États-Unis le 14 septembre 1888, et de sa mère Ella Friedman, de son nom de jeune fille, une peintre américaine. Son premier petit frère, Lewis Frank, décédera à moins de 2 mois. Le jeune Robert grandira alors avec son autre petit frère, Frank, lui aussi futur physicien, dans un foyer riche et intellectuel. Baigné dans l'art au milieu des toiles de maître acquises par son père, Picasso, Rembrandt, Renoir, Van Gogh, il vit dans un milieu qui prône la recherche indépendante, l'exploration empirique et la pensée libre. Une approche de l'éducation qui lui ouvre la voie vers sa future carrière scientifique. Dès son plus jeune âge, Robert est un enfant passionné en recherche constante d'apprentissage. À 7 ans, il se passionne pour la minéralogie. Il se crée une petite collection composée principalement d'agates, d'opales, d'améthystes, de magnétites et d'autres fossiles. Et sa passion est telle qu'à 12 ans, il échangera avec les géologues du New York Mineralogical Club, le plus ancien club minier des États-Unis, où, perché sur une petite boîte en bois lui permettant d'atteindre le pupitre, il prononcera un discours complet accueilli par les applaudissements de l'assemblée. Lorsqu'il s'intéresse à un auteur en particulier, son père lui paye la collection complète. Julius Oppenheimer est très fier des capacités de son fils et de ses résultats scolaires hors du commun. Pourtant, le caractère extraverti du père est en opposition complète avec les valeurs de Robert et de sa mère, avec qui il est très proche, à tel point que Robert éprouvera de la honte de ne pas suffisamment aimer son père. Durant ses études, il découvre la physique-chimie avec Augustus Glock, dont il dira « Il aimait la vision de la nature, parfois bien ordonnée, parfois déroutante, que donne la science. Mais par-dessus tout, il aimait les jeunes à qui il espérait transmettre le goût et l'amour de la vie et dans l'éveil desquels il voyait sa propre destinée. Mais au-delà des sciences, ses connaissances en littérature et en langue lui permettent de maîtriser l'allemand, l'anglais, le français, le latin et le grec au point de pouvoir lire des auteurs dans leur langue d'origine, qu'il s'agisse de traités de philosophie ou de papiers de scientifiques de renom. Enfin, entre 1921 et 1922, ses études ayant été repoussées à cause d'une attaque de dysenterie et une colite, il découvre le Nouveau-Mexique avec ses montagnes et ses plateaux. C'est là qu'il rencontre Catherine Chase Page, une jeune femme mariée de 28 ans, mais avec qui Robert Oppenheimer se sentira aimé et admiré. Littéralement envoûté par Catherine, il lui restera attaché jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce sentiment qui le poussera à développer ses compétences sociales afin d'obtenir la reconnaissance et l'admiration de tous. Et c'est en septembre 1922 que Robert Oppenheimer intègre l'université de Harvard.
Petite parenthèse sur Harvard, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le plus vieil établissement d'enseignement supérieur des États-Unis et l'un des plus prestigieux au monde. Parmi ceux qui y ont étudié, on compte George Bush fils, Theodore et Franklin Roosevelt, Mark Zuckerberg, Tommy Lee Jones ou encore Natalie Portman. Avec moins de 5% de dossiers acceptés, on peut dire que la sélection est hyper sévère. Mais puisque c'est toujours trop simple pour Robert Oppenheimer, il va ajouter à son cursus standard de chimie la littérature française, les maths et le sanskrit. C'est à cette période qu'il commence à s'intéresser à la politique. Il rejoint un club de discussion politique et sociale dont certains membres sont très proches du Parti communiste. À cause de son caractère solitaire, ses rapports avec le socialisme et son érudition, ses collègues de recherche ont tendance à le trouver arrogant et hautain tout en étant extrêmement brillant et intéressant. À partir de sa seconde année d'études, il rajoute à son cursus universitaire la physique. Il va étudier avec Percy Brigman, prix Nobel pour ses découvertes sur la physique à haute pression, qui lui fera découvrir l'opérationnisme. C'est une approche scientifique qui limite l'expérience à ce qui est observable et calculable. C'est sur cette méthode que se baseront Niels Bohr et Werner Heisenberg pour leur première théorie de physique quantique, sur lesquelles Oppenheimer travaillera quelques années plus tard. En juin 1925, il est reçu Bachelor of Arts de chimie, l'équivalent d'une licence, avec la mention Summa Cum Laude, la mention honorifique. Et durant ces 3 ans, vu qu'il devait s'ennuyer un peu, il en a profité pour lire Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, une encyclopédie en 8 tomes pour un total de 3000 pages qui raconte la chute de l'Empire romain, et Principia Mathematica, un traité de mathématiques qui présente l'ensemble des théories de base de mathématiques et de la logique moderne. Pour exemple, ça commence par 380 pages de ça, pour expliquer pourquoi 1 plus 1 égale 2. En août 1925, il repart au Nouveau-Mexique pour prendre quelques vacances. Et c'est durant l'une de ses balades à cheval, alors qu'il est parti avec trop peu de ravitaillement, que l'un de ses amis va lui prêter une pipe à tabac qu'il va fumer pour casser la sensation de faim. Et c'est comme ça qu'il commence à fumer, addiction qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. En octobre 1925, estimant que la culture européenne est plus propice à la recherche scientifique, Oppenheimer demande à Ernest Rutherford, le directeur du laboratoire Cavendish, de travailler sous sa supervision. C'est Percy Brigman qui lui fournit la lettre de recommandation. Dans sa lettre, il indique que Robert n'est pas très doué en laboratoire, et bien que les deux scientifiques ne s'estiment pas beaucoup, Oppenheimer sera autorisé à travailler au laboratoire Cavendish, où il y suivra les cours de Patrick Blackett. Blackett et Oppenheimer ont 2 approches de la recherche très différentes. Blackett est un physicien expérimental, là où Oppenheimer est un physicien théoricien, et Oppenheimer aura beaucoup de mal à garder son sang-froid durant son passage à Cambridge, là où se trouve le laboratoire Cavendish. C'est dans ce cadre que Nolan nous offre l'une des scènes les plus mémorables du film, la scène de la pomme. De peur de voir Blackett le dépasser dans ses recherches, et par vengeance pour être arrivé en retard à un cours magistral de Niels Bohr, Oppenheimer aurait piqué une pomme avec du cyanure dans le but d'éliminer son concurrent. Mais pris de remords, il serait retourné au laboratoire le lendemain et aurait empêché Niels Bohr de croquer dans la pomme. A votre avis, cet événement est-il vrai ou est-ce une invention hollywoodienne? On va faire un petit jeu. Notez votre réponse dans les commentaires et je vous donnerai la vraie réponse avant la fin de la vidéo. Profitez-en pour vous abonner, activer la cloche et cliquez sur le petit pouce bleu. Durant ce passage à Cambridge, Oppenheimer entretient une correspondance avec Niels Bohr qui, par les recherches de différents scientifiques renommés, Heisenberg et Schrödinger principalement, lui fait découvrir la physique quantique. Pris de passion pour cette nouvelle physique, il s'installe aux Pays-Bas où il va étudier pendant 6 mois à l'université de Leiden. Parmi ses scientifiques préférés, on retrouve Max Born, un physicien théoricien allemand qui est le premier à donner au carré du module de la fonction d'onde la signification d'une densité de probabilité de présence. Oui, ok, j'ai lu cette phrase sur sa page Wikipédia, j'ai rien compris à cette phrase, donc s'il y a des vrais scientifiques dans la salle, les commentaires sont ouverts. Max Born est alors professeur à l'université de Göttingen en Allemagne, l'un des centres de renommée mondiale pour la physique théorique. Il invite Robert à y préparer son doctorat, proposition évidemment acceptée, et Oppenheimer intègre la prestigieuse université en avril 1927. Là-bas, Opie, comme l'ont surnommé les étudiants anglais, publiera plusieurs études de physique quantique. En juin 1927, Max Born enverra même une lettre au président du Massachusetts Institute of Technology, le très célèbre MIT, au sujet des étudiants américains qui travaillent avec lui à Göttingen. Il indiquera que l'un d'eux est particulièrement brillant,
c'est Monsieur Oppenheimer. La même année, les deux scientifiques publient ensemble un article qui impose Oppenheimer comme une référence dans le domaine de la physique quantique, l'approximation de Born-Oppenheimer, qui permet de calculer de manière assez précise la propagation d'une onde. Et là, je me suis rappelé de mes cours de physique et de mes cours de son, et je me suis dit, mais oui, la lumière et le son, c'est une onde. Du coup, ça permet de calculer comment ça se propage. J'ai compris. Et puis j'ai vu que ça ressemblait à ça. Et j'ai compris que j'avais rien compris. En 1927, Oppenheimer soutient sa thèse pour laquelle Max Born lui donnera la mention très bien, alors même que l'auteur lui-même la juge négativement. Achevée en moins de 5 ans, ce qui est un record, cette thèse aura d'importantes retombées sur l'étude des étoiles, des rayons X et de l'astrophysique en général. Il obtient officiellement son doctorat de physique le 22 juillet 1927. Après avoir obtenu une bourse postdoctorale, Oppenheimer rentre aux États-Unis en juillet 1927 et reprend ses études à Harvard. Peu à l'aise dans les calculs longs et complexes et dans le travail en solitaire, il publiera quelques articles dans lesquels se glisseront quelques erreurs de calcul. Il devra attendre 1928 pour voir les premières propositions d'emploi. On lui propose un poste d'enseignant à Harvard ou la possibilité de créer une école de physique théorique à Berkeley. Il accepte cette deuxième proposition, mais il veut d'abord retourner faire quelques études en Europe. Il attrape malheureusement la tuberculose, ce qui retardera son voyage. Il ne partira pour l'Europe que fin août 1928 et il rentrera en 1929 après avoir publié la quantité astronomique de 16 articles. À son retour, il crée son école de physique théorique sur le sol américain où cette matière est très peu reconnue et très peu étudiée. Dans ses cours, la majorité de ses étudiants ne comprennent rien. Ils sont obligés de suivre plusieurs fois le même cours, ils le suivent de Berkeley à Caltech où il enseigne également, et les équations ultra complexes qu'il écrit au tableau sont difficiles à suivre même pour ses étudiants les plus talentueux. Mais ses talents d'orateur, tels qu'il les a travaillés plus jeunes, on en a parlé tout à l'heure, transmettent sa passion et enthousiasment ses élèves qui viennent de plus en plus nombreux. En février 1931, Oppenheimer, en collaboration avec Paul Ehrenfest, un scientifique qu'il a rencontré lors de son séjour aux Pays-Bas, sort son premier article sur la physique nucléaire. À cette époque, les physiciens pensent que le noyau de l'atome est composé de protons et d'électrons, le neutron n'ayant pas encore été découvert. Ce n'est qu'en 1932 que James Chadwick démontre son existence, ce qui mène à la théorie moderne des atomes. Pendant ce temps, Oppenheimer continue à faire des erreurs de calcul dans ses articles. Pourtant, Hans Bethe confirme qu'il maîtrise les principaux outils de la physique mathématique. Ses cours étaient des révélations, mais les équations qu'il écrivait au tableau n'étaient pas toujours fiables. Le 17 octobre 1932, Ella Oppenheimer décède à l'âge de 62 ans. Cet événement affectera énormément Robert, qui se rapprochera de son père, qui l'invitera même dans son cercle d'amis. Surmontant son chagrin grâce à différentes disciplines de l'esprit, principalement inspirées par les croyances hindoues, il redoublera d'efforts et de concentration, réalisant certaines des plus grandes avancées dans les domaines de l'énergie atomique, des particules élémentaires, de la radioactivité et de l'astrophysique. En janvier 1933, Adolf Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Les Juifs sont traqués et de nombreux scientifiques, dont la plupart sont d'origine juive, quittent leur pays pour rejoindre les États-Unis. Parmi eux, de grands noms que nous réentendrons plus tard et qui ont eu et auront un impact significatif sur la carrière de Robert Oppenheimer, notamment Albert Einstein, Enrico Fermi, Hans Bethe et Edward Teller. Mais à cette époque, la Grande Dépression fait rage et le taux de chômage aux États-Unis atteint les 24,9%. Une personne sur 4 ne travaille pas. C'est énorme. Et forcément, c'est très mal vu à ce moment-là d'embaucher des scientifiques étrangers. Oppenheimer, comme d'autres scientifiques à l'époque, donne 3% de ses revenus annuels pour aider ses confrères qui se retrouvent dans des situations financières très compliquées. C'est à cette époque qu'il décide de s'engager sérieusement dans la vie politique. En 1936, il est nommé professeur titulaire à Berkeley et à Caltech, qui devient le plus important centre de physique théorique du sol américain. C'est en septembre de cette même année qu'il rencontre Jean Tatlock, une jeune femme 10 ans de moins que lui, fille de John Tatlock, un professeur d'anglais de Berkeley, avec qui il discute régulièrement de littérature. Elle est proche du Parti communiste des États-Unis, mais elle estime que les actions menées ne sont pas suffisantes. Leur relation est très personnelle et elle lui présente plusieurs amis qui défendent la cause des républicains espagnols et des travailleurs espagnols immigrés en Californie. Poursuivant son idéologie humanitaire, il donne beaucoup d'argent
à différentes organisations de gauche. La même année, son frère se marie avec une Canadienne, membre du Parti communiste, et tous les trois échangent très régulièrement sur les écrits de Karl Marx et de Lénine. L'année suivante, en 1937, son père décède. Il lègue l'intégralité de sa part de l'héritage à l'Université de Californie et commence à s'intéresser au syndicalisme. En fin d'année, il rejoint le syndicat des enseignants et milite pour la libre expression des professeurs, victimes du conservatisme des responsables universitaires de l'époque. Cependant, en 1938, il abandonne ses idées proches du régime social de l'URSS, estimant qu'il ne sert qu'à imposer un régime totalitaire. En 1939, Robert Heisenberg est placé à la tête du programme de recherche atomique de l'Allemagne nazie. C'est le 6 janvier 1939 que Friedrich Strassmann et Otto Hahn annoncent dans un article la découverte de la fission nucléaire à la base de tous les systèmes d'énergie nucléaire. Oppenheimer tente de prouver par la théorie qu'une erreur se cache dans les résultats, mais Luis Walter Alvarez parvient à reproduire l'expérience sous les yeux de Robert, qui fait immédiatement le lien avec une théorie émise en 1933 par le physicien Leo Szilard et émet l'hypothèse qu'une fission nucléaire pourrait produire une réaction en chaîne. En octobre, le président des États-Unis Franklin Roosevelt reçoit une lettre de Leo Szilard co-signée par Albert Einstein qui le met en garde sur les possibles applications militaires que l'Allemagne nazie pourrait faire de cette découverte. C'est alors qu'un conseil consultatif pour l'uranium est créé afin de trouver les possibles utilisations de l'uranium et de la fission nucléaire. Ce conseil s'attardera essentiellement sur les utilisations civiles, parce qu'à l'époque, l'idée même de faire une bombe atomique transportable est inconcevable. Les recherches montrent que pour réaliser une explosion, il faut compter plusieurs dizaines de tonnes de matière. Oppenheimer suit avec attention l'avancée des troupes allemandes en Europe. À l'époque, les États-Unis appliquent une politique de non-intervention contre laquelle Robert est largement hostile. En juin 1939, il rencontre Catherine Penning Harrison, surnommée Kitty, une jeune biologiste qui fréquente les milieux communistes américains. En 1940, le FBI met illégalement sur écoute les responsables du Parti communiste américain, découvre ses liens avec Oppenheimer et ouvre un dossier à son nom. Cette année-là, 2 scientifiques britanniques parviennent à démontrer la faisabilité d'une bombe atomique ne nécessitant que 5 kg de matière, de l'uranium-235, afin de déclencher une explosion nucléaire. Entre-temps, Kitty tombe enceinte et en septembre 1940, elle épouse Oppenheimer. Leur premier enfant, Peter, naît en mai 1941. Les 21 et 22 octobre 1941, les responsables américains décident de rassembler tous les scientifiques de la fission nucléaire afin d'échanger sur ces avancées. Robert Oppenheimer sera invité et il commencera à intervenir de manière officieuse auprès de la recherche sur les armes nucléaires. Il crée différents modèles théoriques de bombes et effectue des calculs d'efficacité afin d'en optimiser les effets. Cependant, d'autres laboratoires américains travaillent sur les mêmes concepts, mais leur éloignement géographique et le contrôle de la diffusion de l'information ralentissent grandement leur efficacité. Oppenheimer propose alors de rassembler toutes les recherches sur la bombe dans un laboratoire unique. Un mois plus tard est créé le Metallurgical Laboratory, ayant pour objectif de créer un système capable d'amorcer une réaction en chaîne à l'aide d'uranium-235 ou de plutonium-239. Pour les plus curieux, je vous invite à aller voir la vidéo de la chaîne Science Étonnante que je vais mettre en description et qui explique très bien les principes des isotopes, de la fission, de la fusion nucléaire, etc. Bref, c'est donc Gregory Bright, un physicien d'origine russe, qui est placé à la tête de ce laboratoire. Mais le 7 décembre 1941, la situation politique change aux États-Unis. Le Japon mène une attaque surprise sur la base navale de Pearl Harbor. Les États-Unis entrent officiellement en guerre. Le 18 mai 1942, suite à un désaccord sur la sécurité du site, Gregory Bright quitte son poste et c'est Robert Oppenheimer qui prend sa suite. En juillet, il rassemble plusieurs physiciens afin d'évaluer de manière indépendante la faisabilité d'une bombe atomique. Il s'agit de Hans Bethe, Robert Serber, Edward Teller, Felix Bloch, John Hasbrouck Van Vleck, Emil Kolopinski, Eldred Nelson et Stan Frankel. C'est à cette occasion que Edward Teller propose de réaliser une fusion nucléaire à l'aide d'une explosion atomique afin de réaliser une bombe encore plus puissante. Il s'agit de la première proposition de bombe H, la bombe à hydrogène. Finalement, les idées proposées sont considérées comme suffisamment réalistes pour lancer un programme de recherche. Mais un tel programme demanderait la coopération de plusieurs corps différents: la théorie, l'expérimentation, la métallurgie, l'ingénierie et l'artillerie. Oppenheimer propose alors la création d'un grand centre afin de rassembler tous ces scientifiques et optimiser les échanges et les travaux.
Dans le même temps, l'armée américaine commence également à travailler sur son propre programme de bombe atomique. Elle crée alors un département du génie, nom de code, le projet Manhattan. Leslie Richard Groves est nommé responsable du projet par le physicien Vannevar Bush, aucun lien avec la famille des présidents Bush, et le chef d'état-major George Marshall. Pour précision, c'est Leslie Groves qui a supervisé la construction du Pentagone, rien que ça. Convaincu des compétences de physicien d'Oppenheimer, il refuse pourtant dans un premier temps de faire appel à lui vu qu'il n'a aucune expérience en administration et qu'il n'est lauréat d'aucun prix Nobel. Mais tous les lauréats sont déjà à des postes à responsabilité essentiels à l'effort de guerre, et il nommera finalement Robert Oppenheimer à la tête du projet Manhattan le 25 février 1943. Entre-temps, le 2 décembre 1942, dans une salle de squash abandonnée sous les gradins du stade de football de l'université de Chicago, Enrico Fermi et son équipe parviennent à réaliser et à contrôler une réaction en chaîne de fission nucléaire. Nommé Chicago Pile 1, il s'agit du premier réacteur nucléaire artificiel. Dans l'équipe, on compte d'ailleurs un Français, Bertrand Goldschmidt, qui est responsable des problèmes de raffinage de l'uranium et de l'extraction du plutonium. Afin de mener à bien le projet Manhattan, le général Groves doit trouver un lieu pour le nouveau laboratoire. Ce dernier doit être suffisamment grand pour accueillir les centaines de travailleurs dans un lieu suffisamment facile à contrôler, tout en restant isolé du reste du pays. Robert Oppenheimer possède un ranch au Nouveau-Mexique. Il propose alors la Mesa de Pararito, un plateau long de 4 km entouré de canyons et d'autres mesas qui pourront servir aux différents tests. Groves ordonne alors l'achat de 4500 hectares de terrain. Oppenheimer aura toutes les peines du monde à réunir des scientifiques pour son projet. Certains, comme Isidore Isaac Rabi, refusent invoquant leur pacifisme. Je serais désespéré que l'apogée de 3 siècles entiers de physique soit une arme de destruction massive. De plus, Groves souhaite que les scientifiques qui partiront pour Los Alamos viennent sans leur famille. Une obligation finalement revue, Oppenheimer arguant « Cette disposition risque de fortement compromettre les chances de recruter des physiciens de valeur ». Groves souhaite également que tous les scientifiques de Los Alamos soient enrôlés. Mais cette disposition sème la discorde chez les scientifiques et Oppenheimer craint que cette mesure ne pèse sur leur morale et en incite certains à revenir sur leur engagement. Groves propose alors que tous les scientifiques restent civils le temps de la phase de conception et soient enrôlés au moment de la phase de test. Finalement, cet enrôlement ne sera jamais mis en œuvre. À partir du 15 avril 1943, alors que les installations de Los Alamos ne sont même pas terminées, Robert Serber commence une série de conférences dans lesquelles il présente l'ensemble des connaissances permettant de concevoir et construire une bombe atomique. Ces connaissances sont réunies dans un même document, le Los Alamos Primer. Jusque-là, Oppenheimer travaille sans aucune habilitation de sécurité. Et vu qu'il relève de la hiérarchie militaire, puisque directement sous les ordres de Leslie Groves, une enquête est diligentée par les services de sécurité et de renseignement. Après étude de son passé militant, son habilitation est refusée. Mais Leslie Groves intervient et rédige l'ordre d'habilitation de niveau top secret, le deuxième plus élevé, le 20 juillet 1943. Sans cette habilitation, Oppenheimer aurait sans aucun doute dû démissionner de son poste de responsable du projet Manhattan. La pression sur Robert était énorme, ses faits et gestes étaient constamment surveillés par le FBI, il était sur écoute 24 heures sur 24, son courrier était ouvert avant même de lui être remis et toutes ses rencontres étaient surveillées. Malgré la proposition de École Chevalier, l'un des professeurs de littérature de Berkeley avec qui Oppenheimer s'était impliqué dans le syndicat des enseignants, il refuse de transmettre des informations sur le programme à l'URSS. Refusant dans un premier temps de dénoncer Chevalier, il deviendra délateur en fournissant le nom de différents sympathisants communistes. Mais en décembre 1943, afin de sauvegarder sa réputation, il lâchera le nom de son ami au général Leslie Groves. Pourtant, les recherches continuent d'avancer à bonne vitesse. Hans Bethe dira même « Les recherches auraient pu aboutir sans Oppenheimer ». Mais moins rapidement et dans une atmosphère plus tendue et beaucoup moins enthousiaste. Quant à Edward Teller, il affirmait « Il savait diriger sans en avoir l'air. L'incroyable succès de Los Alamos est à mettre au compte de la direction brillante, enthousiaste et charismatique d'Oppenheimer. » Vers août 1943, Oppenheimer aurait revu Jean Tatlock. Ils auraient passé la nuit ensemble, elle lui aurait avoué être toujours amoureuse et vouloir vivre avec lui. Atteinte de dépression depuis de nombreuses années, elle se suicidera 6 mois plus tard, le 5 janvier 1944, à l'âge de 29 ans. En septembre 1943, Oppenheimer parvient à faire venir une délégation britannique afin d'accélérer les avancées du programme. Niels Bohr, devant qui Oppenheimer est toujours en admiration, fait partie de cette délégation. Il lui apporte de nombreux conseils et plaide pour une coopération internationale pour le contrôle des armes nucléaires. Roosevelt balayera cette proposition, refusant de partager les avancées du projet Manhattan. Entre juin 1943 et août 1944,
Le programme obtient plusieurs réussites notables. Les scientifiques parviennent à concevoir une bombe dont la taille et la masse lui permettent d'être transportée par un bombardier B-29. Pour rappel et repères historiques, le débarquement américain en Normandie s'est déroulé le 6 juin 1944. Le 7 décembre 1944, naît Catherine Oppenheimer, fille de Robert Oppenheimer et Kitty Oppenheimer. Elle sera couramment surnommée Tony. Enfin, le 28 février 1945, après des années de recherche et d'expérimentation, Groves, Oppenheimer et d'autres scientifiques prennent la décision de construire une bombe à l'uranium dont la probabilité de succès est supérieure à celle de la bombe au plutonium. Alors que les scientifiques de Los Alamos tentent de faire entendre leur voix sur les conséquences de l'utilisation des armes atomiques, Leo Szilard parvient à obtenir un rendez-vous avec Franklin Roosevelt. En effet, ce dernier est inquiet et conscient de l'avis des scientifiques et du risque de l'utilisation de l'arme atomique. Dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, 300 bombardiers B-29 survolent Tokyo, larguant des centaines de bombes incendiaires. Cette tempête de feu fera plus de 100 000 morts. Le 12 avril 1945, Roosevelt décède d'une crise cardiaque et Harry S. Truman lui succède dans ce contexte de guerre sanglante et apprend l'existence du projet Manhattan. Moins d'un mois après, le 8 mai 1945, le Troisième Reich capitule. Les trois grandes puissances vainqueurs, les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni, organisent la conférence de Potsdam qui doit se tenir du 17 juillet au 2 août 1945. Lors d'une réunion du nouveau comité consultatif sur l'usage des armes atomiques, Oppenheimer estime que l'explosion d'une bombe atomique au-dessus d'une ville japonaise causerait environ 20 000 morts et qu'une explosion de démonstration au-dessus d'une zone inhabitée n'aurait pas un impact suffisant sur le moral et les infrastructures ennemies. Le comité estime donc que la cible doit être une installation militaire entourée de logements ouvriers, suivie d'une seconde frappe très rapide afin de faire croire à l'ennemi que le stock de bombes atomiques est inépuisable. Il est également demandé à Groves et Oppenheimer de développer un prototype de bombe A et d'effectuer un tir d'essai aux alentours du 15 juillet. Truman souhaite utiliser cet essai pour faire pression sur Staline. C'est ainsi que naît le projet Trinity. Et la bombe qui doit être utilisée durant cet essai Trinity est surnommée le Gadget. C'est un prototype de bombe à fission utilisant du plutonium et qui devra exploser le 16 juillet. I remembered the line from the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. À 5h10 du matin, le compte à rebours final est lancé. Et à 5h29 et 21 secondes, le gadget explose. L'énergie déployée est équivalente à 21 000 tonnes de TNT. À l'endroit de l'explosion, le sable fond et se transforme en verre radioactif qui sera appelé la trinitite. L'explosion laissera un cratère de 9,1 mètres de diamètre. Les montagnes alentours sont plus éclairées qu'en plein jour. Les observateurs placés au camp de base à 15 km de là comparent la chaleur ressentie à celle d'un four. Le son de l'explosion est entendu à plus de 160 km et le champignon de fumée s'élève à une altitude de 12 km. Tout le paysage fut illuminé par une lumière écrasante d'une intensité plusieurs fois supérieure à celle du soleil de midi. Elle était dorée, mauve, violette, grise et bleue. Elle éclaira chaque pic, crevasse et crête de la chaîne de montagnes voisines avec une clarté et une beauté qui ne peut être décrite mais doit être observée pour être imaginée. L'un des scientifiques aurait même dit à Oppenheimer « Maintenant, nous sommes tous des fils de pute ». Quant à Oppenheimer, il se rappela de ce verset du Bhagavad Gita « Maintenant, je suis la mort, le destructeur des mondes ». Entre le 24 et le 29 juillet, des raids d'entraînement sont lancés par des bombardiers B-29 du 509e escadron de bombardement avec des bombes traditionnelles de la taille et la masse de Little Boy, la bombe qui sera utilisée au-dessus d'Hiroshima. Malgré ses succès retentissants, Staline ne fut pas impressionné par l'existence de cette arme. Ses services de renseignement avaient bien travaillé et il était déjà au courant de l'avancement des recherches américaines. Il recommande même à Truman d'en faire bon usage contre les Japonais. Le 26 juillet 1945,
une déclaration est rendue publique. Le gouvernement américain exige une reddition inconditionnelle du Japon, la capitulation de toutes ses forces armées et l'abdication de l'empereur Hirohito. En cas de refus, le Japon connaîtra une destruction rapide et totale. Croyant à un leurre, le Japon refuse. Truman ordonne le lancement des opérations le 6 août 1945. Le bombardier Enola Gay décolle de Northfield dans les îles Mariannes du Nord, à environ 6 heures de vol du Japon, accompagné de 2 autres B-29. The Great Artist, qui transporte les instruments de mesure, et Necessary Evo, qui s'occupe de la photographie. À 8h15, Enola Gay largue Little Boy au-dessus d'Hiroshima. À 8h16 minutes et 2 secondes, après environ 43 secondes de chute libre, activée par des capteurs d'altitude, la bombe explose à environ 300 mètres du sol, libérant une puissance d'environ 15 000 tonnes de TNT et tuant 130 000 personnes sur le coup. La bulle de gaz de 400 mètres de diamètre se forme en une fraction de seconde, émettant un rayonnement thermique qui chauffe les structures les plus proches à presque 4000 degrés. Les personnes exposées au rayonnement sont brûlées instantanément. Celles restées à l'abri subissent l'onde de choc quelques secondes plus tard. Des vents allant jusqu'à 800 km/h balayent les rues et le champignon atomique qui commence son ascension libère des poussières radioactives sur des dizaines de kilomètres. 3 jours plus tard, le bombardier Bockscar largue la seconde bombe nommée Fat Man au-dessus de Nagasaki, faisant plus de 70 000 morts. Le Japon capitule le 14 août 1945. Petit détail dont je ne vous ai volontairement pas parlé avant. Il semblerait que grâce au programme MAGIC, un programme de cryptographie ayant permis de décrypter certaines communications des diplomates japonais, les hautes autorités américaines étaient au courant que le Japon était prêt à capituler depuis le 28 mai 1945, bien avant la conférence de Potsdam. Les seules conditions étaient le maintien de la Constitution et de l'empereur en place. Dans tous les cas, les forces armées japonaises étaient éparpillées et l'industrie du pays ne permettait pas de produire suffisamment d'armes. Les Américains auraient ignoré ces informations, peut-être par vengeance pour Pearl Harbor et les années de guerre du Pacifique qui suivirent, mais également pour des raisons de politique interne. D'un côté, Truman, fraîchement élu, qui voulait prouver sa détermination, et de l'autre, l'US Air Force, qui voulait montrer la valeur et la puissance des attaques aériennes. Oppenheimer apprend la réussite du bombardement d'Hiroshima comme n'importe quel Américain, quelques heures plus tard, durant une allocution radio du président Truman, juste avant un appel de Leslie Groves. Je suis fier de vous et de vos hommes. L'une des choses les plus judicieuses que j'ai jamais faites a été de sélectionner le directeur de Los Alamos. La guerre étant terminée, de nombreux scientifiques s'inquiètent des conséquences de l'utilisation de la bombe atomique et des futurs conflits. Oppenheimer refusera toujours de remettre en question sa création et estime que l'utilisation de ces bombes était nécessaire afin de mettre fin au conflit et éviter des millions de morts supplémentaires dues à la guerre. Oppenheimer demande alors à quitter ses responsabilités de Los Alamos et sera remplacé par Norris Bradbury le 16 octobre 1945. À partir de ce moment, Oppenheimer militera pour la non-prolifération des armes nucléaires et pour le partage des connaissances en matière d'énergie atomique avec les autres pays. Le 25 octobre 1945, il rencontre le président Harry Truman avec qui il échange sur ses idées et face auquel le président restera ferme. Le physicien lui dira alors « Monsieur le Président, j'ai du sang sur les mains ». Truman se moquera de lui et après son départ aurait dit à son secrétaire d'État « Après tout, il a simplement fabriqué la bombe, c'est moi qui ai donné l'ordre de l'utiliser, que je ne revois plus ce scientifique pleurnichard ici ». L'année suivante, en 1946, il reçoit la médaille du mérite pour son travail à Los Alamos des mains de ce même président Truman. De nombreuses universités lui proposent alors un poste de professeur. Il partira d'abord pour Caltech, puis retournera à Berkeley en août 1946. Le 1er août 1946, le gouvernement américain adopte l'Atomic Energy Act, un ensemble de lois qui vise à réguler la production, la possession et l'utilisation des matériaux atomiques, et avec lui crée la Commission de l'énergie atomique qui a pour but de promouvoir et contrôler le développement pacifique des applications atomiques et nucléaires, et dont fait partie le contre-amiral Lewis Strauss. L'année suivante, en 1947, Oppenheimer est nommé président du comité consultatif général en charge d'apporter des conseils scientifiques et techniques à la commission de l'énergie atomique. Lewis Strauss, alors curateur de l'Institut d'études avancées de Princeton où Albert Einstein enseigne depuis 1933, propose à Oppenheimer une place de président de l'Institut. En cas de refus, Strauss lui-même aurait pu passer directeur, étant le 5e choix de l'Institut pour ce poste. C'est à partir de cette année 1946 que Lewis Strauss commence à s'opposer sérieusement à Oppenheimer au sujet du partage des connaissances et de la non-prolifération des armes nucléaires. Au contraire, Strauss est pour l'accélération des recherches et du développement de l'armement atomique américain. Et en avril 1947, contrairement aux opinions d'Oppenheimer, le comité consultatif se positionne en faveur du développement quantitatif et qualitatif des armes nucléaires.
Mais Oppenheimer y voit un avantage, le ralentissement de la conception de la bombe à hydrogène d'Edward Teller. Mais le 9 septembre 1949, un avion de reconnaissance détecte les traces de radioactivité dans l'atmosphère au-dessus de l'Alaska. Aucun doute pour Oppenheimer, il s'agit des résidus consécutifs à un test de bombe atomique fait par l'URSS. Dans les faits, il s'agit des restes de Joe 1, le tout premier essai de bombe nucléaire soviétique. Face à cette menace, le Congrès des États-Unis demande à nouveau l'accélération de la recherche et de la production de bombes A. En octobre 1949, le comité consultatif dépose un rapport dans lequel il s'oppose à la production de la bombe H, qu'il qualifie d'arme de génocide, car ses membres craignent une nouvelle course à l'armement. La commission de l'énergie atomique partage cette opinion, hormis quelques membres, dont Lewis Strauss, qui estiment que les États-Unis doivent recouvrer leur supériorité militaire. Les deux opinions sont donc présentées par la commission, et le 31 janvier 1950, le président Harry Truman ordonne officiellement la mise au point de la bombe. À la suite de cette décision, Oppenheimer envisage de démissionner de son poste de président du Conseil, mais le sous-secrétaire d'État le convainc de rester. Jusqu'en décembre 1950, il tente par tous les moyens de ralentir le développement de la bombe H, jusqu'à aller signer un rapport indiquant que ce développement ralentit la production de bombes A. Mais en mai 1951, Edward Teller et Stanislaw Ulam parviennent à effectuer la première explosion de bombe à hydrogène, environ 20 fois plus puissante que Little Boy tombé sur Hiroshima. Au vu des résultats et invoquant l'intérêt scientifique, Oppenheimer se pose officiellement favorable au développement de la bombe H. Max Born dira que les scrupules moraux d'Oppenheimer étaient plutôt faibles pour qu'il change aussi facilement d'avis. Oppenheimer s'expliquera en arguant que c'est la beauté du défi technique qui pousse la science et non pas les enjeux militaires et politiques. Et dans les années qui suivent, Oppenheimer continue à militer pour l'utilisation de bombes nucléaires tactiques moins puissantes que les bombes à hydrogène et uniquement dans un but défensif. Il suggérera de baisser les budgets de l'US Air Force et de réduire le rôle de dissuasion des bombardiers, ce qui lui vaudra un certain nombre d'ennemis dans le gouvernement et dans les perfusions de la bombe H. Mais en 1953, un an après l'élection du nouveau président Eisenhower, le FBI reçoit une note accusant Oppenheimer, en se basant sur son passé militant, les relations de son frère Frank et son épouse avec le Parti communiste et son obstruction à la création d'une arme thermonucléaire, et qui indique « Tout porte à croire que J. Robert Oppenheimer est un agent de l'Union soviétique ». Le 21 décembre 1953, en pleine chasse anticommuniste aux États-Unis, Lewis Strauss, alors président de la Commission de l'énergie atomique, informe Oppenheimer des charges qui pèsent contre lui. Eisenhower ordonne que plus aucun échange ne soit possible entre Oppenheimer et les scientifiques qui travaillent sur les recherches nucléaires secrètes, tant qu'une commission de sécurité n'a pas rendu son verdict. Et évidemment, son poste de conseiller est suspendu. Cette audition est considérée comme une parodie de justice. Les avocats au service de la commission, dont Roger Robb, se voient offrir des habilitations de sécurité temporaire leur permettant d'accéder à des documents secrets défense afin de monter leur dossier, là où Lloyd Garrison, l'avocat d'Oppenheimer, est contraint de quitter la salle d'audience lorsque ces documents sont évoqués, laissant Oppenheimer seul devant la commission. De nombreux membres du projet Manhattan témoignent contre Robert Oppenheimer, dont Leslie Groves, qui assure de la loyauté du physicien et maintient sa confiance envers lui, mais se montre défavorable au fait de lui redonner son habilitation. Certains pensent que Lewis Strauss et Robb font chanter Groves afin de l'empêcher de témoigner en faveur d'Oppenheimer. Edward Teller s'oppose également à son habilitation car « Il me paraît que je serais plus rassuré de voir les intérêts vitaux du pays dans les mains de quelqu'un que je comprends mieux et en qui donc j'aurai plus confiance. » Tous les autres témoins de la commission sont soit des militaires, soit des scientifiques favorables au développement de la bombe à hydrogène. Mais d'autres scientifiques, militaires et membres du gouvernement témoignent en faveur d'Oppenheimer. Parmi eux, Enrico Fermi, Isidore Isaac Rabi, Vannevar Bush ou encore 2 anciens présidents et 3 anciens commissaires de la Commission de l'énergie atomique. Un autre témoignage notable est celui de John Lonsdale Jr., responsable de la surveillance et des enquêtes sur Oppenheimer pendant la guerre, et qui assure que le savant n'est pas communiste et qu'il a été quelqu'un de loyal
et discret. L'audition se termine le 6 mai 1954. Dans une lettre de 15 000 mots, pour info c'est le double du script de cette vidéo, le comité sur la sécurité du personnel fait connaître sa décision le 27 mai 1954. Il considère qu'il n'y a aucune preuve indiquant qu'Oppenheimer serait membre du Parti communiste, qu'il a été un citoyen loyal, mais également qu'il a été plusieurs fois influençable et que ses relations avec certaines personnes proches du Parti communiste ne sont pas acceptables pour quelqu'un ayant une habilitation secret défense. Par 2 voix contre 1, la commission décide le retrait de l'habilitation d'Oppenheimer. Sir Ward Evans, directeur du département de chimie de l'université de Northwestern, présentera une opinion dissidente, soulignant que la plupart des accusations, principalement ses liens avec Chevalier et la proximité de son frère avec le Parti communiste, étaient connues lors de sa première habilitation, que s'il n'avait rien fait pour aider la recherche sur la bombe thermonucléaire, il n'avait rien fait pour l'entraver, et enfin que ce retrait pourrait avoir un effet négatif sur le moral des savants, et sur le développement scientifique de la nation. Et le 12 juin 1954, le président de la commission de l'énergie atomique, Kenneth Nichols, alors arbitre compétent dans ce genre de décision, affirme que Robert Oppenheimer est un communiste dans tous les sens du terme, hormis le fait qu'il n'a pas la carte du parti et qu'il n'est pas digne de foi. Ce rapport n'est pas remis aux avocats d'Oppenheimer, qui n'est pas autorisé à se défendre devant les membres de la commission. Enfin, le 29 juin 1954, la commission de l'énergie atomique soutient ses conclusions et rend sa décision de supprimer l'habilitation de Robert Oppenheimer à 5 voix contre 6. Lévi-Strauss conclut en affirmant « Oppenheimer a montré de graves insuffisances de caractère. Le chercheur, de par ses associations, a montré de façon répétée un mépris délibéré des obligations de sécurité normales et appropriées, et s'est bien plus d'une fois soustrait aux obligations auxquelles devraient et doivent se plier les citoyens au service de l'État. » Malgré la confidentialité de la situation, la commission rendra publique la retranscription audio complète de l'audition en juin 1954 afin d'atténuer les critiques du public qui apprend tout juste l'audition d'Oppenheimer. Le retrait de l'habilitation d'Oppenheimer l'a beaucoup affecté, ainsi que la communauté scientifique. Le 1er octobre 1954, il est réélu à l'unanimité au poste de directeur de l'Institut d'études avancées. En 1958, il est fait chevalier de la Légion d'honneur par Charles de Gaulle. Il gardera son poste à l'Institut d'études avancées jusqu'en 1966, où il démissionnera pour raison médicale mais continuera à y enseigner. Et sans pouvoir ni responsabilité politique, Oppenheimer continue ses recherches, rédige des ouvrages, prononce des conférences. En 1960, il fonde la World Academy of Art and Science avec Joseph Rothblatt, Bertrand Russell et Albert Einstein, et il refusera toujours de signer les manifestes contre les armes nucléaires ou de remettre en cause son rôle dans le projet Manhattan. Il obtiendra plusieurs prix scientifiques et plusieurs doctorats à titre honorifique, dont l'un de la part de l'université de Princeton. Enfin, le 18 février 1967, il décède d'un cancer de la gorge qu'on lui avait diagnostiqué quelques années plus tôt. Finalement, en décembre 2022, l'administration Biden annule à titre posthume la décision de révoquer l'habilitation de sécurité de Robert Oppenheimer, jugeant un processus défectueux qui a violé les propres règles de la Commission de l'énergie atomique des États-Unis. Waouh! Avec une vie pareille, on comprend pourquoi le film dure 3 heures. Pour une fois, on peut répondre facilement à notre question habituelle. Est-ce que le film Oppenheimer est tiré d'une histoire vraie? Eh ben, j'ai envie de répondre non. Le film Oppenheimer n'est pas tiré d'une histoire vraie, le film Oppenheimer rapporte une histoire vraie. Quasiment tout ce qui est dit dans le film est juste. Bon, il y a bien quelques petites libertés et quelques petites erreurs historiques qui sont glissées dans le film. Déjà, on peut répondre à notre petit jeu. Est-ce que vous avez eu raison? La scène de la pomme empoisonnée est-elle vraie? Eh bien, en fait, c'est un petit peu compliqué. Le livre American Prometheus, sur lequel s'est basé Nolan pour réaliser Oppenheimer, raconte bien cette scène. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les substances qui ont été injectées dans la pomme, et Niels Bohr n'apparaît pas à ce moment-là. Pas de risque donc pour qu'il croque dedans, et impossible pour Oppenheimer de le sauver in extremis, ou de tuer son idole accidentellement. Oppenheimer aurait raconté cette histoire très tard dans sa vie, et son petit-fils, Charles, le fils de Peter, dément la réalité de cet événement, indiquant qu'aucune preuve n'existe, et qu'aucun ami ou ennemi d'Oppenheimer n'a entendu parler de cette histoire au cours de sa vie. Alors en réalité, le mystère reste entier. Oppenheimer et Isidore Isaac Rabi ne se sont pas rencontrés dans un train lors d'un voyage en Europe, mais à l'université de Cambridge, où Rabi était déjà professeur, alors qu'Oppenheimer était encore étudiant. Rien ne prouve que Jean Tatlock refusait systématiquement les fleurs que lui offrait Oppenheimer, mais il semble bien qu'elle n'aimait pas les cadeaux de manière générale. Quant à son suicide, certains pensent qu'il s'agirait d'un coup du gouvernement américain pour s'assurer qu'elle ne transfère pas d'informations sensibles qu'aurait pu lui donner Oppenheimer lors de leur dernier rendez-vous, alors que Jean était proche du Parti communiste. Il y a également 2 petites erreurs historiques qui se sont glissées dans le film et que vous avez peut-être remarqué. Dans les premières minutes du film,
on voit le jeune Oppenheimer contempler un tableau bien connu. Il s'agit de Femme assise aux bras croisés de Picasso. Et bien il faut savoir que ce tableau, conservé au musée Picasso de Paris, a été peint en 1937, mais qu'il est sorti de l'atelier de l'artiste qu'à partir de 1980, 14 ans après le décès du physicien. Il y a donc peu de chances qu'il ait pu croiser sa route. Il s'agit plus d'un rappel de l'activité de la mère d'Oppenheimer et de l'éducation qu'il a reçue. De 1912 à 1959, le drapeau américain se compose de 48 étoiles, juste après l'ajout de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Pourtant, dans le film, juste après l'explosion d'Hiroshima, alors que l'Assemblée applaudit bruyamment Oppenheimer pour la réussite du projet, certaines personnes agitent un drapeau à 50 étoiles, reconnaissable par le fait que les étoiles sont brodées en quinconce et non pas alignées. Pourtant, quelques minutes plus tôt durant l'essai Trinity, le drapeau qui flotte en haut du mât est bien un drapeau à 48 étoiles. J'ai rien trouvé par rapport à la discussion avec Einstein qui est un peu au centre de la discorde entre Oppenheimer et Lévi-Strauss. J'ai pas trouvé de source indiquant que cette discussion était réelle, ni que Strauss avait vraiment de remontrances envers Oppenheimer à ce sujet en particulier. L'art différent était plus politique. Enfin, le tournage de l'explosion de l'essai Trinity n'est pas, comme certains ont pu le prétendre, une véritable explosion atomique qui a été exécutée sur le plateau, mais afin de rendre la scène plus réaliste et faire ressentir à travers l'écran la dangerosité de l'explosion, les équipes de production ont filmé plusieurs explosions de tailles différentes et Nolan a bien insisté sur le fait qu'il ne voulait aucun effet numérique sur ce plan. Mais hormis ces quelques éléments, le film Oppenheimer est vraiment très proche de la réalité. Robert Oppenheimer n'était pas quelqu'un qu'on pourrait qualifier de fidèle dans son couple. Peter et Tony ont bien été confiés à des amis, Econ Chevalier et Pat, et contrairement à l'idée reçue comme quoi Einstein serait impliqué dans la création de la bombe, il n'a en réalité aucun lien avec le projet Manhattan. Ce sont juste certaines de ses recherches qui ont effectivement pu servir de base à des avancées sur le projet Manhattan. J'ai cru comprendre qu'il aurait pu faire partie du projet, qu'une commission de sécurité aurait bien eu lieu, mais que son habilitation aurait été refusée. Oppenheimer n'avait a priori pas de vision de personnes brûlées par la bombe après un traumatisme suite à l'explosion de la bombe au-dessus d'Hiroshima. Cependant, il était atteint de schizophrénie, ce qui peut provoquer des hallucinations. Son identifiant à Los Alamos, celui qu'on peut voir sur son badge, était bien le K6. Et enfin, une grande majorité des phrases prononcées par les acteurs sont identiques à celles qui ont été énoncées à l'époque. Et voilà, mesdames et messieurs, cette vidéo est terminée. Il s'agit à l'heure actuelle de la vidéo la plus longue de la chaîne. Les recherches ont été éprouvantes, il y avait un nombre d'informations à croiser qui était hallucinant, donc vraiment, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, de la vidéo, ce qui vous a plu, moins plu. Et puis vous connaissez la chanson, vous cliquez sur le petit pouce bleu pour vous abonner à la chaîne, vous activez les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous laisse avec l'abondance du prochain film, et je vous dis à très bientôt, bye bye. Y'a quelqu'un ? Bienvenue chez Freddy. Vous les avez déjà rencontrés ? Foxy, Bonnie, Chica et Freddy.